Elle est venue d'Amérique pour épouser Ibrahim Traoré. Mais son secret pourrait le détruire. Elle a traversé l'océan pour Ibrahim Traoré. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, s'éveille chaque matin dans une explosion de vie, un chaos vibrant où l'espoir et la précarité dansent une valse incertaine. Sous un soleil implacable, les rues poussiéreuses, bordées de bâtiments ocre aux toits de tôle rouillés, grouillent d'une énergie brute. Les motos, souvent surchargées de familles entières, zigzaguent entre des charrettes tirées par des ânes, leurs sabots claquant sur la terre rouge. Les taxis jaunes, ornés de proverbes peints à la main comme « Dieu est grand » ou « La patience est une clé », klaxonnent dans un concert discordant. Leurs chauffeurs criant des insultes ou des plaisanteries en maoré, dioula ou français. Les marchés, comme le grand Roud Woko, débordent d'étals où s'empilent des pyramides de tomates mûres, d'oignons violets, de gombo verts et de mangues juteuses, leur parfum sucré se mêlant à l'odeur âcre du poulet d'yassa grillé sur des brasseros improvisés. Les femmes, drapées dans des pagnes wax aux motifs éclatants de bleu indigo, de rouge carmin et d'or scintillant, négocient avec des vendeurs ambulants, leur voix rythmée par des éclats de rire et des proverbes. Les enfants, en uniforme scolaire défraîchi, jouent à l'ombre des manguiers, leurs cris perçant la cacophonie des appels des muezzins depuis les minarets voisins et des haut-parleurs diffusant des tubes d'afrobeat. Mais sous cette vitalité, une tension sourde plane, comme un orage prêt à éclater. Le Burkina Faso, coincé au cœur du Sahel, est un pays en sursis. Les attaques des groupes armés dans le nord, alimentées par la pauvreté, la marginalisation et les luttes pour le contrôle des ressources minières, ont transformé des villages entiers en champs de ruines. Les coupures d'électricité, les routes défoncées et les promesses brisées des gouvernements précédents ont nourri un sentiment de désespoir chez beaucoup. Dans ce chaos, Ibrahim Traoré, un officier de 37 ans porté au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, incarne un espoir fragile mais puissant. Charismatique, vêtu de treillis militaires ou de costumes taillés sur mesure, il promet de restaurer la souveraineté nationale, de combattre la corruption endémique et de protéger les plus vulnérables. Son discours, mêlant panafricanisme et pragmatisme, a galvanisé une jeunesse désabusée. Mais il a aussi attiré des ennemis, des rebelles, des anciennes élites déchues, des puissances étrangères lorgnant sur l'or et l'uranium du pays, et même des traîtres au sein de son propre entourage. Ce matin-là, le 22 mai 2025, une foule inhabituelle se presse devant les grilles dorées du palais présidentiel, un bâtiment imposant aux murs ocre ornés de motifs géométriques Mossi. La rumeur, propagée à la vitesse de l'éclair sur WhatsApp, X et les radios locales comme Savane FM, attire des curieux, des journalistes et des badauds. Les smartphones brandis capturent une scène improbable. Une femme, une étrangère, se tient au centre de l'attention. Une pancarte levée bien haut. Les mots, écrits en lettres noires audacieuses sur un fond blanc, clament « Ibrahim Traoré, je suis venu pour vous. Épousez-moi ». Les murmures s'amplifient, oscillant entre incrédulité, amusement et suspicion. Les caméras des chaînes comme RTB, Al Jazeera et BBC Africa zooment sur son visage, capturant chaque détail. Les flashs illuminent ses traits, révélant une détermination farouche, mais aussi une vulnérabilité à peine dissimulée. La foule, un mélange de jeunes en jeans délavés, de femmes en pagnes colorées et de vieillards appuyés sur des cannes, oscille entre encouragement et méfiance. « Elle est courageuse !» crie une adolescente, son téléphone filmant la scène. « C'est une espionne !» rétorque un homme en boubou bleu, le regard dur. Une vieille femme, un panier de mangues sur la tête, murmure « Peut-être qu'elle porte malheur ». Maya Taylor, 32 ans, est une vision saisissante sous le soleil écrasant. Grande, la peau d'ébène luisante de sueur,
Elle porte une robe en lin blanc qui flotte légèrement dans la brise chaude, contrastant avec la terre rouge qui s'accroche à ses sandales à talons. Ses cheveux, tressés en motifs complexes ornés de perles dorées, scintillent comme une couronne, et ses yeux sombres brillent d'une intensité qui fait taire les murmures. Dans ses mains, la pancarte tremble légèrement, non pas de peur, mais d'une énergie contenue, comme si elle portait le poids d'une décision qui a bouleversé sa vie. Son accent new-yorkais, clair et tranchant, résonne lorsqu'un garde imposant, un colosse au regard d'acier nommé Issa Konaté, s'avance, le doigt pointé. « Partez, madame, ou je vous fais arrêter !» grogne-t-il, sa voix rauque amplifiée par un mégaphone. Issa, un ancien combattant du Nord, porte les cicatrices de la guerre sur son visage et dans son regard. Un mélange de loyauté féroce envers Traoré et de méfiance envers cette étrangère. Maya, immobile, redresse les épaules. « Je ne partirai pas avant d'avoir parlé au président Traoré », déclare-t-elle, son ton ferme mais teinté d'une passion qui désarme. La foule retient son souffle, fascinée par son audace. Un homme en costume froissé, un journaliste local nommé Souleymane Zongo, griffonne frénétiquement dans un carnet, tandis qu'une correspondante d'Al Jazeera, Amina Sow, ajuste son micro pour capter chaque mot. « C'est une folle ou une héroïne ?» murmure Souleymane à Amina, qui hausse un sourcil. Peut-être les deux. Ibrahim Traoré émerge du palais, flanqué de sa garde rapprochée. 6 hommes en treillis kaki, leurs fusils d'assaut en bandoulière, leurs visages impassibles sous des bérets verts. À 37 ans, Traoré est une figure magnétique. Son costume, noir, taillé sur mesure, épouse sa silhouette athlétique et ses lunettes de soleil réfléchissent les rayons brûlants. Son visage, marqué par des années de combat contre les groupes armés dans le Sahel et de négociations tendues avec des diplomates français, russes et américains, affiche une assurance calme, mais ses yeux scrutent la foule avec une vigilance aiguisée. Depuis son arrivée au pouvoir, il a galvanisé une nation fatiguée par des décennies de corruption et d'insécurité. Mais il sait que chaque pas est un pari, un faux mouvement, et ses ennemis, rebelles, anciens élites ou puissances étrangères, pourraient frapper. Intrigué par cette femme qui ose défier son autorité devant des centaines de témoins, il lève une main. Les gardes s'écartent et un silence lourd s'installe, seulement brisé par le bourdonnement d'un drone de presse au-dessus de la foule. Maya s'avance, ses talons claquant sur le pavé brûlant, la pancarte toujours brandie. « Qui êtes-vous » demande Traoré, sa voix grave résonnant comme un défi, audible même sans micro. Maya, sans ciller, se présente. Maya Taylor, avocate d'affaires de New York, ayant traversé l'Atlantique pour lui. Elle veut être sa seconde épouse, une déclaration qui provoque des éclats de rire dans la foule et des regards nerveux parmi les conseillers derrière Traoré. Malik Diarra, son conseiller principal, un homme maigre aux lunettes épaisses et au regard perçant, chuchote quelque chose à l'oreille du président, son expression trahissant une méfiance immédiate. Malik, un ancien analyste des services de renseignement, est connu pour sa paranoïa et son obsession du contrôle. À ses côtés, Aïcha Diallo, chef des communications du palais, une femme élégante d'une trentaine d'années, aux lunettes à monture dorée, observe Maya avec curiosité, ses doigts serrant un carnet. Aïcha, issue d'une famille Mossi influente, est une alliée fidèle de Traoré, mais elle a appris à naviguer dans les intrigues du palais avec prudence. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» demande Traoré, son ton oscillant entre curiosité et suspicion. Maya, droite comme un nid, prend une profonde inspiration. Sa voix, teintée de son accent new-yorkais, vibre d'une passion qui capte l'attention de tous. Elle raconte son histoire. À New York, elle menait une vie de succès, avec un appartement à Manhattan donnant sur le Hudson, une carrière florissante dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les fusions-acquisitions, et un fiancé, Darius Monroe,
un magnate de l'immobilier dont le nom ouvre toutes les portes. Mais derrière cette façade, sa vie était un piège doré. Darius, charismatique mais cruel, la traitait comme un pion dans ses jeux de pouvoir, un trophée pour sceller des alliances financières avec des investisseurs douteux, souvent liés à des réseaux troubles. Un soir, seule dans son bureau au 40e étage d'une tour de verre à Manhattan, elle tombe sur une vidéo de Traoré, diffusée sur une chaîne panafricaine. Il est agenouillé dans un village poussiéreux du nord du Mali, Burkina Faso, entouré d'enfants aux visages émaciés, leurs yeux brillants d'espoir malgré la misère. Il parle avec une conviction brute, promettant un avenir où les Burkinabés ne seront plus les pions des puissances étrangères, où les enfants ne mourront plus de faim. Cette image la hante. J'ai vu un homme qui se bat pour son peuple, qui risque tout pour un idéal, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai rompu mes fiançailles, vendu mes bijoux, vidé mon compte en banque et pris un vol pour Ouagadougou. Je ne pouvais pas continuer à vivre sans essayer de vous rejoindre. La foule, captivée, oscille entre admiration et scepticisme. Les caméras capturent chaque émotion sur le visage de Maya. La détermination, la peur, l'espoir. Traoré, troublé par sa sincérité apparente, sent une fissure dans sa carapace de méfiance. Mais il n'est pas homme à se laisser remporter par l'émotion. Il ordonne qu'on l'emmène à l'intérieur du palais, loin des regards indiscrets. « Emmenez-la au salon des hôtes », dit-il à Issa, qui hoche la tête. Les journalistes s'agitent, les réseaux sociaux s'enflamment. Iptude Maya pour Traoré devient virale. Accompagnée de mèmes hilarants, l'américaine qui veut voler le cœur de Traoré, et de théories du complot. Elle est de la CIA. Souleymane Zongo, le journaliste local, tweet « Une étrangère défie le président. Folie ou courage ?» Ouaga Drama. Dans le salon des hôtes, un espace majestueux aux murs ornés de tapisseries Mossi aux motifs géométriques complexes, l'air embaume l'encens, le bois de santal et une légère odeur de cire d'abeille. Les tapis tissés à la main, aux couleurs ocre et indigo, recouvrent le sol et des fauteuils en acajou sculptés entourent une table basse ornée de motifs traditionnels. Maya est assise sur un canapé en cuir sombre, ses mains serrées sur ses genoux, face à Traoré, qui l'observe depuis un fauteuil, ses lunettes de soleil posées sur la table. Malik Diarra, à sa gauche, tapote nerveusement sur une tablette, ses lunettes réfléchissant la lumière des lustres en cristal. Aïcha, Diallo, à droite, prend des notes dans son carnet, son regard alternant entre Maya et Traoré. L'atmosphère est lourde, chargée de suspicion. Le Burkina Faso est à un tournant critique. Les attaques des groupes armés dans le nord s'intensifient. Les coupures d'électricité paralysent les villes et les puissances étrangères, françaises, américaines, russes, chinoises, lorgnent sur les ressources minières du pays, notamment l'or de Poura et l'uranium de Dori. L'arrivée d'une Américaine audacieuse, au moment où Traoré lutte pour consolider son pouvoir, semble trop opportune pour Malik. Elle pourrait être liée aux rebelles ou pire, à une agence étrangère. Insiste-t-il, sa voix basse mais tranchante. Les Américains ont des intérêts ici, Monsieur le Président, et son histoire est trop parfaite. Traoré, plus mesuré, fixe Maya avec une intensité qui la fait frissonner. Pourquoi ? Abandonner une vie confortable pour un pays en guerre, demande-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Maya inspire profondément, son accent new-yorkais teinté d'une vulnérabilité qu'elle dissimule habituellement. Elle raconte son désenchantement à New York. Les réunions interminables avec des clients véreux, souvent des magnates liés à des réseaux criminels. Les soirées mondaines dans des penthouses de Manhattan où les sourires masquaient des trahisons, les pressions de Darius pour qu'elle devienne une épouse docile, un atout dans ses affaires. « J'avais tout, mais je n'avais rien », murmure-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « J'ai tout fait. Chaque jour, je me perdais un peu plus. »
Elle décrit sa rencontre avec la vidéo de Traoré, un moment qui a bouleversé sa vie. C'était un soir d'octobre 2024, dans son bureau au 40e étage, après une dispute avec Darius. Épuisée, elle zappait sur YouTube quand une chaîne panafricaine a diffusé un reportage sur Traoré. Dans la vidéo, il parlait à un groupe de villageois dans la région de Kaya, à 100 km de Ouagadougou. Entouré d'enfants aux vêtements déchirés, il s'était agenouillé pour leur parler, promettant des écoles, des hôpitaux, un avenir. « J'ai vu vos yeux, votre conviction », dit-elle à Traoré, sa voix tremblant. « Vous parliez d'un monde où les gens comme moi, comme eux, pouvaient être libres. J'ai su que je devais venir. » Malik, sceptique, intervient. Une femme fiancée à un homme riche abandonne tout pour un président qu'elle n'a jamais rencontré. C'est une belle histoire, mais je n'y crois pas. Il consulte sa tablette, ses doigts pianotant frénétiquement. Votre fiancé, Darius Monroe, est un homme influent. Hôtel de luxe, contrat avec des gouvernements africains, lien avec des investisseurs douteux. Pourquoi vous laisserait-il partir si facilement? Maya, les joues rouges, répond avec véhémence. Darius ne me laissait pas vivre. Il voulait me contrôler, faire de moi une marionnette. Quand j'ai rompu, il m'a menacé. Il a dit que je regretterais de l'avoir, humilié. Traoré, silencieux, l'observe, cherchant une faille dans son récit. Il se souvient des visages des enfants dans les villages, de leurs mains frêles dans les siennes, de leurs espoirs brisés par la guerre et la pauvreté. Quelque chose dans les paroles de Maya résonne en lui, mais il reste prudent. « Nous vérifierons tout, dit-il enfin. Votre passé, vos finances, vos contacts. Si vous mentez, vous le regretterez. » Il ordonne à Malik de lancer une enquête complète. Passeport, réseaux sociaux, transactions bancaires, appels téléphoniques. Maya hoche la tête, acceptant la méfiance. « Faites ce que vous devez faire. Je n'ai rien à cacher. » Soudain, Issa Konaté entre, le visage tendu, interrompant la conversation. « Monsieur le Président, il y a eu une tentative d'intrusion dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Taylor, à l'hôtel Azalaï, près du marché central. Ils ont visé son passeport et ses affaires personnelles, mais les intrus ont fui avant qu'on puisse les arrêter. » Traoré, glacial, se tourne vers Maya. « Qui savait que vous étiez ici ?» Maya, paniquée, secoue la tête. « Personne. Pas même ma famille. Je suis venue seule. » Elle hésite, puis murmure un nom. Darius Monroe. Le nom de Darius Monroe fait frémir l'Assemblée. Un silence lourd s'installe, seulement brisé par le bourdonnement d'un ventilateur au plafond. Malik, les yeux plissés, consulte sa tablette, son visage s'assombrissant. « Monsieur le Président, nos services de renseignement ont intercepté un rapport, il y a 3 semaines. Un envoi d'armes illégales, destiné aux rebelles du Front de libération du Sahel, est lié à une société écran basée à Dubaï. Le propriétaire, Darius Monroe. Traoré, mâchoire serrée, répète le nom comme une malédiction. Darius Monroe. Maya, horrifiée, jure qu'elle ignorait tout des activités criminelles de son ex-fiancé. Elle le décrit avec précision. Un homme de 45 ans, charismatique mais impitoyable, propriétaire d'hôtels de luxe à Miami, Dubaï, Lagos et Nairobi. Ses yeux d'un brun profond cachent une froideur calculatrice, et ses costumes italiens sur mesure masquent un réseau d'affaires. Troubles, appels nocturnes avec des interlocuteurs anonymes, réunions secrètes dans des penthouses et une obsession pour le contrôle. Il ne me parlait jamais de ses affaires, dit-elle, sa voix tremblant. Il me gardait à l'écart, comme un objet décoratif. Mais je savais qu'il trempait dans des choses louches. Des hommes en costume sombre venaient à notre appartement. Des valises changèrent de main. Quand j'ai rompu, il m'a menacé. « Tu ne m'échapperas jamais, Maya. » Traoré, les yeux fixés sur elle, sent une colère monter. « Vous venez ici,
Vous parlez d'amour, mais l'homme que vous avez fui finance mes ennemis. Expliquez-moi pourquoi je devrais vous faire confiance. » Maya, les larmes aux yeux, insiste sur son ignorance. « Je ne savais rien de ces liens. Avec les rebelles, ils me manipulaient, me surveillaient. Quand j'ai vu votre vidéo, j'ai compris que je devais partir, pour moi, pour quelque chose de plus grand. » Traoré, troublé, se souvient des villages ravagés par les attaques, des familles déplacées, des enfants orphelins. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Malik brandit sa tablette, le visage blême. Un titre d'actualité s'affiche, relayé par des tabloïds américains et repris par des médias locaux. Maya Taylor, accusée de vol de millions par Darius Monroe, s'enfuit au Burkina Faso. La nouvelle est accablante. Un compte bancaire à son nom, des transferts suspects de plusieurs millions de dollars, des bijoux disparus de la résidence de Darius à Miami. Les articles, accompagnés de photos de Maya lors de galas à New York, la dépeignent comme une voleuse opportuniste, une femme ambitieuse ayant fui après avoir trahi son fiancé. Maya, dévastée, crie que c'est un mensonge. Darius fabrique des preuves pour me détruire. Il veut me punir d'avoir osé le quitter. Elle raconte comment, après leur rupture, il avait piraté son téléphone, surveillé ses emails et menacé de ruiner sa réputation. Il a des avocats, des détectives, des contacts partout. Il peut faire croire ce qu'il veut. Traoré, sombre, l'observe en silence. « Si c'est vrai, vous êtes une cible, et moi aussi, par association. » Il ordonne qu'elle soit placée dans une chambre sécurisée au dernier étage du palais, sous surveillance 24/7. « Vous restez ici jusqu'à ce qu'on sache la vérité, » dit-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Maya, escorted par Issa, est emmenée dans une pièce austère, meublée d'un lit étroit, d'une table en bois et d'une chaise en plastique. Seule, elle s'effondre sur le lit, son téléphone vibrant de notifications. Elle fait défiler les articles sur X, chaque commentaire comme un coup de poignard. Chasseuse de fortune, espionne Yankee, elle va détruire Traoré. Les larmes coulent sur ses joues, mais elle serre les poings, murmurant « Je prouverai qui je suis. Je ne le laisserai pas gagner. » Vers minuit, un coup discret retentit à la porte. Aïcha Diallo, chef des communications du palais, entre, furtivement, un dossier sous le bras. Élégante, la trentaine, avec des lunettes à monture dorée et un pagne bleu roi brodé d'or, Aïcha dégage une autorité calme mais déterminée. Ses cheveux, coiffés en un chignon impeccable, encadrent un visage marqué par des années de navigation dans les intrigues politiques. Fille d'un ancien ministre Mossi et diplômée en relations internationales à Paris, Aïcha est une alliée fidèle de Traoré. Mais elle sait que le palais est un nid de vipères, où les loyautés sont fragiles. « Je te crois », dit-elle simplement, posant le dossier sur la table. Elle explique que le compte bancaire lié au prétendu vol est une société écran basée aux îles Caïmans, contrôlée par Darius Monroe via un réseau complexe d'intermédiaires. Aïcha, qui a ses propres contacts dans les cercles diplomatiques et les réseaux de renseignement panafricains, suspecte une conspiration plus vaste impliquant des acteurs au sein même du palais. « Quelqu'un ici travaille pour Darius », murmure-t-elle, jetant un regard vers la porte pour s'assurer qu'elles sont seules. « Les accusations contre toi sont trop bien orchestrées. » Elle mentionne Louis Fèvre, un détective privé, français connu pour ses méthodes douteuses, payé par Darius pour fabriquer des preuves contre Maya. Fèvre, un homme de 50 ans aux cheveux gras et aux yeux fuyants, loge à l'hôtel Perle, un établissement moderne aux façades vitrées sur l'avenue Kwame Nkrumah, à 2 km du palais. « Si on peut le confronter, on peut prouver ton innocence », dit Aïcha, ses yeux scrutant Maya avec une intensité bienveillante. Maya, déterminée, demande si elles peuvent agir. Aïcha sort un uniforme de femme de chambre et une casquette, kaki. « Si on fait ça, on le fait discrètement. Le palais a des yeux et des oreilles partout.
Les deux femmes se préparent à une mission risquée. Aïcha, avec sa connaissance des rouages du pouvoir, sait que leur démarche pourrait les exposer à des représailles. Mais elle croit en Maya, non seulement parce que son histoire sonne vraie, mais aussi parce qu'elle voit en elle une femme prête à tout risquer pour un idéal. « J'ai vu trop de gens se taire par peur », dit Aïcha, nouant un foulard autour de ses cheveux pour compléter son déguisement. « Toi, tu parles. Ça me suffit pour te faire confiance. » Elle se faufile dans les rues animées de Ouagadougou, où la nuit transforme la ville en un tableau vibrant. Les néons des bars clignotent, projetant des lueurs roses, bleues et vertes sur les murs de béton fissurés. Des musiciens jouent du balafon et du djembé dans des cours intérieures, leur mélodie se mêlant au rire des fêtards et au klaxon des motos. Les odeurs de poissons frits, de beignets de haricots et de bière Brakina emplissent l'air, tandis que des groupes de jeunes dansent au son de coupés décalés et d'afrobeat dans des clubs en plein air. Maya, déguisée en femme de chambre, sent son cœur battre à tout rompre. Elle craint que Traoré ne lui pardonne jamais si elle est découverte. Mais Aïcha, marchant à ses côtés, insiste. Sans preuve, ils t'extraderont. Darius a des amis puissants, même ici. À l'hôtel Perle, un bâtiment ultra-moderne aux vitres teintées qui contraste avec les bâtisses traditionnelles de Ouagadougou, Maya et Aïcha se glissent dans un couloir du 4e étage. Les murs, décorés de tableaux abstraits aux couleurs vives, sont éclairés par des néons blancs et l'air conditionné bourdonne doucement. Maya frappe à la porte de la chambre 407, celle de Louis Fèvre. Il ouvre, méfiant, vêtu d'un t-shirt taché et d'un pantalon froissé, ses cheveux gras collés au front. « Qui êtes-vous » grogne-t-il, son accent français râpeux trahissant son agacement. Maya, jouant le jeu, prétend être envoyée par Darius, furieux que les preuves contre elle ne tiennent pas. « Il dit que vous avez bâclé le travail », improvise-t-elle, son ton autoritaire. Aïcha, restée en retrait, feint de nettoyer un chariot de ménage, surveillant le couloir. Fèvre, nerveux, baisse la garde. « J'ai fait ce qu'il m'a demandé », s'exclame-t-il, s'asseyant sur un lit d'effets jonché de dossiers. « J'ai falsifié les relevés bancaires, payé des témoins à Miami, tout. Darius voulait qu'elle passe pour une voleuse, qu'elle soit arrêtée ici ou extradée. » Maya, le cœur battant, enregistre tout discrètement avec un micro, caché dans sa manche, un gadget fourni par Aïcha, qui a des contacts dans les milieux technologiques de Ouagadougou. « Pourquoi Darius fait-il ça ?» demande Maya, feignant la colère. Fèvre, agité, lâche. Il veut la détruire. Elle l'a humilié en le quittant et il veut envoyer un message à Traoré. Il a des plans pour ce pays, des gros plans. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Deux mercenaires armés, au service de Darius, entrent, pistolet pointé. L'un d'eux, un homme chauve au regard glacial nommé Victor Stahl, plaque Maya contre le mur, son arme pressée contre sa tempe. « Tu croyais nous échapper, Taylor ?» ricane-t-il, son accent allemand tranchant. L'autre, un homme costaud à la cicatrice sur la joue, repousse Aïcha dans un coin, lui ordonnant de se taire. Darius veut des réponses, et il les aura. Maya, le souffle court, tente de garder son calme, mais la peur la paralyse. Aïcha, les yeux écarquillés, cherche un moyen de s'échapper. Un coup de feu retentit, faisant vibrer les vitres. Victor s'effondre, du sang coulant de son épaule. Traoré se tient dans l'embrasure, un pistolet à la main, suivi d'Issa Konaté et de deux autres gardes. D'un mouvement précis, Issa neutralise le second mercenaire, le désarmant d'un coup au genou. Traoré, mâchoire serrée, s'approche de Maya, qui tremble mais tient toujours le micro. « J'ai tout », murmure-t-elle, montrant l'enregistrement. Traoré, les yeux brûlants de colère, ordonne à Issa de sécuriser la pièce et d'arrêter Fèvre. « On en finit avec ça », gronde-t-il, mais il ajoute plus doucement à Maya « On parlera après ». Partie 3. La vérité. Révélée de retour au palais,
Dans la grande salle de conférence, l'enregistrement de Louis Fèvre résonne devant un parterre de ministres, journalistes et dignitaires. Les murs, ornés de portraits des héros de l'indépendance burkinabé, Thomas Sankara, Norbert Zongo, semblent vibrer sous le poids des révélations. Les aveux de Fèvre accablent Fatima Diop, ministre de la Justice, une femme austère aux chignons impeccables, connue pour ses discours moralisateurs sur la probité. Aïcha, après des recherches approfondies, a découvert que Fatima est la cousine éloignée de Darius Monroe, un lien qu'elle a soigneusement dissimulé pendant des années. Lorsque Traoré, voix d'acier, l'accuse de conspiration pour diffamer Maya et déstabiliser le pays, Fatima blêmit, ses mains tremblant sur la table en acajou. « Vous n'avez aucune preuve », hurle-t-elle, mais l'enregistrement, diffusé en boucle sur des haut-parleurs, la réduit au silence. Traoré ordonne son arrestation et 2 gardes l'escortent hors de la salle sous les flashs des caméras. Fatima, menotte au poignet, crache des menaces. « Vous le regretterez, Ibrahim. Darius a des alliés puissants, ici et ailleurs. » La salle est en ébullition, les journalistes griffonnant frénétiquement, les dignitaires chuchotant entre eux. Souleymane Zongo, le journaliste local, tweet en direct « Scandale au palais. La ministre de la Justice liée à un complot contre Traoré. » Ouaga drama. Malik, bien que satisfait de l'arrestation, reste méfiant. « Il y a d'autres traîtres, Monsieur le Président. Fatima n'était qu'un pion. » Dehors, sur la place publique bordée d'acacias et de flamboyants aux fleurs rouge sang, Traoré et Maya tiennent une conférence de presse. Sous un ciel d'un bleu éclatant, Traoré, micro en main, déclare que Maya est victime d'une machination orchestrée par Darius Monroe, liée à un trafic d'armes visant à déstabiliser le Burkina Faso. Elle est venue ici avec courage, et nous la protégerons, affirme-t-il, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs installés sur la place. La foule, d'abord sceptique, se laisse emporter par son charisme. Une vieille femme, les mains calleuses ornées de bracelets, en perles, s'approche de Maya et prend sa main. « Sois forte, ma fille. Ce pays a besoin de cœurs comme le tien. » Les applaudissements éclatent, mais des murmures persistent. Certains, influencés par les rumeurs sur X, continuent de la voir comme une étrangère, une menace. Amina Sow, la correspondante d'Al Jazeera, note dans son reportage « Maya Taylor, l'américaine qui divise Ouagadougou, est-elle une héroïne ou un danger ?» Dans les quartiers privés de Traoré, sous des lumières tamisées, l'atmosphère est lourde. Les murs, décorés de masques traditionnels, mossis aux yeux sculptés, semblent observer en silence. Maya, assise sur un canapé en cuir, s'excuse pour le chaos qu'elle a involontairement apporté. « Je voulais vous rejoindre, pas vous mettre en danger », murmure-t-elle, ses yeux baissés. Traoré, vêtu d'une simple chemise blanche, pose une main sur son épaule. « Tu as apporté la vérité, et peut-être plus, » dit-il, son regard intense. Leurs fronts se touchent, leurs lèvres se rencontrent dans un baiser passionné, chargé d'espoir et de peur. Maya murmure, demandant s'il la croit. « Je crois en nous, » répond-il, sa voix douce mais ferme. L'instant est brisé par la vibration de son téléphone. Un message d'un numéro inconnu s'affiche. « Tu as arrêté Fatima, mais je ne suis pas fini. À bientôt, Ibrahim. » Darius. Traoré serre les poings, son regard s'assombrissant. Il appelle Malik et Aïcha dans ses quartiers, leur ordonnant de renforcer la sécurité du palais et de traquer les contacts de Darius au Burkina Faso. Aïcha, consultant ses notes, révèle que Darius a des liens avec des hommes d'affaires à Bamako, Niamey et Abidjan, ainsi qu'avec des mercenaires opérant dans le Sahel. Elle mentionne un nom, Victor Stahl, l'homme blessé à l'hôtel Perle, un ancien officier de renseignement allemand reconverti en mercenaire, connu pour ses opérations clandestines au Mali et au Niger. Malik, toujours sceptique envers Maya, insiste pour qu'elle soit surveillée.
Elle pourrait encore être un appât, murmure-t-il à Traoré, qui le coupe d'un regard glacial. Elle a risqué sa vie pour nous donner Fèvre. Ça suffit pour l'instant. Partie 4. La guerre silencieuse. Le lendemain matin, à 7h43, une explosion déchire le marché central de Ouagadougou, à seulement 1 kilomètre du palais. La déflagration, provoquée par une bombe artisanale cachée dans une charrette de douane de légumes, fait 47 blessés et 5 morts, dont 2 enfants et une femme enceinte. La panique s'empare de la ville. Les sirènes des ambulances hurlent. Les familles courent à la recherche de leurs proches et les réseaux sociaux s'enflamment, de vidéos montrant des étals en flammes, des corps ensanglantés et des survivants en pleurs. Les radios locales, comme Savane FM, diffusent des appels au calme, tandis que des imams et des pasteurs organisent des prières collectives dans les mosquées et les églises. Le Front de libération du Sahel, un groupe rebelle basé dans la région de Djibo, revendique l'attaque, mais un rapport confidentiel des services de renseignement, livré à Traoré dans l'heure, lie l'explosif à une société écran basée à Dubaï, contrôlée par Darius Monroe. Traoré réunit ses conseillers dans une salle sécurisée, les murs tapissés de cartes militaires, de photos aériennes des zones rebelles et de rapports d'écoute téléphonique. Malik, les traits tirés, confirme que Darius finance les rebelles via un réseau complexe de sociétés offshore, utilisant des intermédiaires à Lagos, Niamey et Abidjan. Il ne s'agit pas seulement de Maya, dit Malik, brandissant un dossier épais. Monroe veut déstabiliser le pays pour accéder aux mines d'or du Nord et à l'uranium de Dori. Il a des contacts dans l'armée, peut-être même ici, au palais. Traoré, furieux, ordonne une enquête interne et une protection renforcée pour Maya, désormais une cible évidente. « Personne ne touche à elle », gronde-t-il, son regard brûlant de détermination. Maya, dans sa chambre sécurisée, reçoit un colis anonyme glissé sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle et Traoré, prise lors de la conférence de presse, avec un message écrit en rouge « Tu ne seras jamais en sécurité ». Son cœur s'emballe, mais elle refuse de céder à la peur. Elle contacte Aïcha, qui arrive avec un plan audacieux. Recruter Cobra, un hacker prodige de 22 ans, connu dans les cercles underground de Ouagadougou pour avoir piraté les systèmes Sorati de plusieurs multinationales. Cobra, avec ses dreadlocks colorés et son t-shirt orné d'un logo Bitcoin, opère depuis un cybercafé miteux au mur couvert de posters de Bob Marley et de Thomas Sankara. Le héros révolutionnaire du Burkina, Faso. « Donnez-moi 48 heures et je vous trouve tout sur ce Darius », promet-il, ses doigts volant sur le clavier d'un ordinateur rafistolé. Après 2 nuits de travail acharné, Cobra obtient des résultats. Des contrats liant Darius à des trafiquants d'armes opérant dans le Sahel, des emails cryptés, prouvant ses liens avec des officiers corrompus dans l'armée burkinabé et des relevés bancaires montrant des transferts massifs vers des comptes à Dubaï, aux Caïmans et à Singapour. Les documents révèlent également un plan audacieux. Darius finance une campagne de désinformation visant à discréditer Traoré sur la scène internationale, en le dépeignant comme un dictateur instable. Mais leur opération est repérée. Une alerte clignote sur l'écran de Cobra. Quelqu'un a tracé leur connexion. Quelques minutes plus tard, des motos rugissent dans la rue et des hommes armés, portant des masques noirs, font irruption dans le cybercafé. Leurs pistolets brandis, Maya, Aïcha et Cobra s'échappent par une porte arrière, plongeant dans les ruelles poussiéreuses de Ouagadougou. Une course-poursuite s'engage. Les motos des poursuivants vrombissent. Les balles sifflent, ricochant sur les murs de terre. Maya, le cœur battant, court à perdre haleine, guidée par Aïcha qui connaît les ruelles comme sa poche. Cobra, agile malgré son ordinateur portable, sous le bras, les suit de près, sautant par-dessus des tas de gravats. Il se réfugie dans une cour abandonnée, cachée derrière un mur effondré. Mais les poursuivants les rattrapent.
leurs silhouettes menaçantes se découpant dans la lumière des phares. Au moment où tout semble perdu, Issa Konaté, le garde loyal de Traoré, surgit avec 2 autres soldats. Une fusillade éclate, brève mais intense. Issa, avec une précision militaire, abat 2 poursuivants, tandis que le 3e s'enfuit, blessé. « Rentrez au palais, maintenant !» ordonne Issa, escortant le trio dans une Jeep blindée. De retour au palais, Traoré examine les preuves dans une salle secrète, son visage durci par la colère. Les documents de Cobra sont accablants. Darius finance non seulement les rebelles, mais aussi une campagne de désinformation visant à provoquer des sanctions internationales contre le Burkina Faso. Lors d'une diffusion en direct, retransmise sur des écrans géants à travers Ouagadougou, Traoré dénonce Darius comme un criminel de guerre, demandant son extradition immédiate. La foule, rassemblée sur la place publique, exulte, scandant son nom. Souleymane Zongo tweet « Traoré frappe fort. Darius Monroe, ennemi public numéro 1, à Ouaga uni. » À New York, Darius regarde l'allocution dans son bureau. Un sourire glacial aux lèvres. « Tu veux jouer, Ibrahim ?»« Allons-y », murmure-t-il, décrochant son téléphone pour un nouvel appel crypté. Partie 5. L'horizon de la guerre dans les jardins du palais, sous un ciel étoilé où les constellations scintillent. Comme des promesses, Maya et Traoré partagent un moment de répit. Les parfums de jasmin et de frangipanier flottent dans l'air. Les grillons chantent doucement, et une brise fraîche apaise la chaleur de la journée. Maya, assise sur un banc en pierre sculptée, confie ses peurs. Elle craint que Darius ne s'arrête jamais, que son amour pour Traoré ne mette le pays en danger. « Je ne veux pas être ta faiblesse », murmure-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Traoré prend sa main, son regard intense. « Tu es ma force, Maya. Ensemble, nous construirons un avenir. » Il pose un baiser sur son front. Un geste tendre mais chargé de détermination. Mais un garde approche, le visage grave, interrompant l'instant. « Monsieur le Président, un avion privé a atterri à l'aéroport de Ouagadougou. Darius Monroe est à bord, accompagné d'une équipe de sécurité lourdement armée. » Traoré serre la main de Maya, son regard durci. « La guerre ne fait que commencer, » murmure-t-il. Dans les coulisses, Malik et Aïcha mobilisent les services de renseignement et des alliés régionaux, notamment des contacts au Mali, au Niger et au Ghana. Maya, refusant de rester en retrait, propose un plan audacieux. Contacter Rachel Carter, une ancienne collègue de New York, journaliste d'investigation pour le New York Times. Rachel, connue pour ses enquêtes sur la corruption et le crime, organisée, pourrait exposer les crimes de Darius à l'international, augmentant la pression sur lui. Traoré, hésitant, accepte, mais exige qu'elle reste sous protection. « Tu es une cible, Maya. Ne l'oublie pas. » Maya contacte Rachel par vidéoconférence depuis une salle sécurisée du palais. Rachel, une femme de 40 ans aux cheveux poivre et sel et aux lunettes rondes, répond depuis son bureau à Brooklyn, entourée de piles de dossiers. « Darius Monroe est une ordure, Maya, » dit-elle, sa voix rauque de fatigue. « J'ai des dossiers sur lui depuis des années. Trafic d'armes, blanchiment, corruption. Mais il est intouchable, avec des avocats et des politiciens dans sa poche. Si tu as des preuves, je peux les publier. » Maya lui transmet les fichiers de Cobra, sécurisés via une connexion cryptée. Rachel promet un article explosif dans les 72 heures. Les jours suivants, Ouagadougou est en état d'alerte. Les rues, autrefois vibrantes, sont patrouillées par des soldats en treillis, leurs jeeps blindés roulant lentement sur l'avenue Kwame Nkrumah. Les marchés, comme Rue Woko, se vident à la tombée de la nuit, et les habitants, habitués aux tensions, parlent à voix basse, partageant des rumeurs sur X et WhatsApp. Les radios locales diffusent des mises en garde, et les écoles ferment temporairement, les parents gardant leurs enfants à la maison. Rachel Carter publie son article, intitulé «
l'Empire de l'ombre. Comment Darius Monroe finance le Poafitnemenan. Chaos en Afrique. Dans le New York Times. L'article, relayé par des médias internationaux comme Le Monde, The Guardian et Al Jazeera, détaille les liens de Darius avec le trafic d'armes, la corruption d'officiers burkinabés et les attaques rebelles. La pression internationale s'intensifie et Interpol émet un mandat d'arrêt contre lui, le qualifiant de « menace à la sécurité régionale ». Mais Darius, insaisissable, disparaît de l'avion avant que les autorités burkinabées ne puissent l'arrêter. Un message arrive sur le téléphone de Traoré. « Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. » D. Traoré, furieux, réunit son équipe dans la salle sécurisée. Malik révèle que des officiers de l'armée, soupçonnés de corruption, ont été arrêtés, mais d'autres restent dans l'ombre. Aïcha, quant à elle, découvre que Darius a engagé Victor Stahl, le mercenaire blessé à l'hôtel Perle, pour coordonner une nouvelle offensive. Stahl, basé à Lagos, prépare une attaque d'envergure, selon des écoutes interceptées par les services de renseignement. Il veut frapper le palais, murmure Aïcha, montrant un message intercepté. Palais, 25 mai, minuit, tout doit brûler. Traoré ordonne une mobilisation totale. Renforcement des checkpoints autour de Ouagadougou, déploiement de drones de surveillance et interrogatoire des officiers suspects. Mais il sait que le temps joue contre lui. Darius, avec ses ressources financières et ses réseaux internationaux, est un adversaire redoutable. Maya, déterminée à contribuer, travaille avec Aïcha et Cobra pour identifier les contacts de Stahl au Burkina Faso. Cobra, depuis un nouvel emplacement sécurisé, un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville, pirate les serveurs d'une société de sécurité privée basée à Lagos, révélant que Stahl a recruté une équipe de mercenaires sud-africains et nigérians, équipés d'armes lourdes. Pendant ce temps, la population de Ouagadougou, galvanisée par les discours de Traoré, commence à se mobiliser. Des comités de vigilance, composés de jeunes, de femmes et de chefs traditionnels, se forment dans les quartiers comme Pissi, Gounguin et Patte-d'Oie. Ils patrouillent les rues, signalant tout comportement suspect aux autorités. Une femme, Aminata Traoré, une marchande de 50 ans connue pour son franc-parler, devient une figure locale, organisant des réunions dans son quartier pour encourager la résistance. « Traoré est notre fils, notre espoir », déclare-t-elle lors d'un rassemblement, brandissant une pancarte. « Non aux ennemis du Burkina ». Maya, invitée à parler lors d'un de ces rassemblements, s'adresse à la foule, sa voix portée par un mégaphone. « Je suis venue pour Ibrahim, mais je reste pour vous tous », dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. La foule applaudit, mais des murmures persistent. Certains la surnomment encore l'Américaine, doutant de ses intentions. Chapitre 1814. Le piège de Darius, le 25 mai, à 23h45, le palais est en état d'alerte maximale. Les gardes, dirigés par Issa Konaté, patrouillent les jardins, leurs fusils prêts. Traoré, dans la salle de commandement, suit les rapports en temps réel sur des écrans montrant des images de drones. Maya, à ses côtés, refuse de rester dans sa chambre sécurisée. « Je ne suis pas une victime », insiste-t-elle, tenant un talkie-walkie fourni par Aïcha. Cobra, connecté depuis l'entrepôt, envoie des mises à jour. Stahl et ses Patchoudé hommes sont à 10 km dans un convoi de 3 véhicules. Ils ont des lance-roquettes. À minuit, une explosion secoue le mur nord du palais, suivie d'une pluie de balles. Les mercenaires de Stahl, équipés de gilets pare-balles et de lunettes de vision nocturne, tentent de pénétrer le périmètre. Issa et ses hommes ripostent, transformant les jardins en champs de bataille. Traoré, armé d'un pistolet et d'un gilet tactique, prend position près de l'entrée principale, ordonnant à Maya de rester en arrière. Mais elle refuse, saisissant un pistolet abandonné par un garde blessé. « Je me bats avec toi », dit-elle, ses yeux brûlants de détermination.
La bataille est féroce, mais brève. Les forces de Traoré, mieux préparées grâce aux informations de Cobra, repoussent l'attaque. Stahl, blessé à la jambe, est capturé, tandis que ses hommes s'enfuient ou sont neutralisés. Dans la confusion, Maya repère un homme masqué tentant de s'échapper par une brèche dans le mur. Elle le poursuit, ignorant les cris de Traoré et le plaque au sol. En arrachant son masque, elle découvre non pas un mercenaire, mais un officier burkinabé, le colonel Moussa Bari, un proche de Fatima Dio. « Darius m'a promis des millions », murmure-t-il, avant d'être menotté par Issa. Partie 6. Un nouvel espoir. Le lendemain, Traoré organise une nouvelle conférence de presse, retransmise dans tout le pays. Devant une foule immense, rassemblée sous les acacias de la place publique, il révèle les preuves contre Darius, Stahl et les traîtres au sein de l'armée. Le colonel Bari, sous interrogatoire, a confessé son rôle dans le complot, impliquant d'autres officiers et des hommes d'affaires locaux. Traoré, la voix ferme, promet justice. « Nous ne plierons pas devant ceux qui veulent nous diviser. Le Burkina Faso est debout, et il le restera. » Maya, à ses côtés, est applaudie par une partie de la foule qui commence à la voir comme une alliée, bien que des sceptiques murmurent encore. Rachel Carter, depuis New York, publie un second article basé sur les confessions de Bari et les documents de Cobra, intitulé « Le complot contre Ouagadougou », Darius Monroe démasqué. Il provoque une onde de choc mondial. Les Nations Unies appellent à des sanctions contre les sociétés de Darius, et plusieurs pays, dont la France et le Nigeria, gèlent ses comptes bancaires. Mais Darius reste introuvable, ayant fui Lagos pour une destination inconnue. Un dernier message arrive sur le téléphone de Traoré. « Tu as gagné cette manche, mais je reviendrai. » D. Dans les jardins du palais, sous un ciel étoilé, Maya et Traoré partagent un moment de calme, loin des caméras et des conseillers. Les parfums de jasmin et de frangipanier emplissent l'air, et une brise douce apaise la chaleur. « Je ne voulais pas apporter la guerre », murmure Maya, ses yeux fixés sur les étoiles. Traoré, prenant sa main, sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu as apporté l'espoir, Maya, et ça, personne ne peut nous l'enlever. » Ils s'embrassent, un baiser chargé de promesses, mais aussi de la conscience des défis à venir. Aïcha, promue conseillère spéciale, travaille à renforcer l'image de Traoré à l'international, tandis que Cobra, désormais consultant en cybersécurité pour le palais, traque les réseaux de Darius. Issa, blessé lors de l'attaque mais rétabli, reçoit une médaille pour sa bravoure. Aminata Traoré, la marchande, devient une voix influente dans les comités de vigilance, symbole de la résilience du peuple burkinabé. Épilogue, l'horizon incertain. Ouagadougou, la vie reprend lentement son cours. Les marchés retrouvent leur éclat. Les enfants retournent à l'école et les musiciens jouent à nouveau dans les rues. Mais la menace plane toujours. À Dubaï, dans un penthouse anonyme, Darius Monroe rencontre un nouvel allié. Un homme d'affaires chinois, représentant d'une société minière intéressée par l'uranium burkinabé. Traoré est fort, mais il a des failles, dit Darius, un sourire cruel aux lèvres. Et Maya est la plus grande. Au palais, Traoré et Maya se tiennent côte à côte, face à une carte du pays. Les défis sont immenses, les rebelles, les traîtres, les puissances étrangères. Mais pour la première fois, Maya se sent à sa place. Elle n'est plus l'avocate de Manhattan, ni la fugitive accusée à tort. Elle est une femme qui a traversé un océan pour un homme, un idéal, un peuple. Traoré, la regardant, murmure « Ensemble, nous sommes plus forts ». Elle sourit, son cœur battant au rythme de l'espoir. Mais au loin, une nouvelle explosion retentit. Un rappel que la guerre, en effet, ne fait que commencer.